On m'a demandé de vous adresser des paroles d'espérance, puisque c'est le thème de la journée, et rassurez-vous, vous les retrouverez à la fin de ces quelques mots. En dehors de l'éternité, qui est pour moi l'unique espérance de l'homme, on sait, tout au moins ceux qui me font l'honneur de lire mes romans, on sait que l'espoir n'est pas tellement mon point fort. Je crois plutôt aux lueurs qui passent entre initiés de génération en génération. Je crois aux flambeaux de l'âme que se transmettent de cœur en cœur les meilleurs d'entre nous, les humbles comme les privilégiés, tout cela pour qu'à la fin des temps, au bout de la longue chaîne d'illusions, Dieu retrouve au moins quelque chose qui ressemble encore un peu à l'homme qu'il avait créé à son image. Je crois que les hommes bien nés, tout au moins ce qu'il en reste en France, sont liés par un faisceau de convictions sacrées, reçues et transmissibles, dont beaucoup sont devenus presque indicibles de nos jours, ce qui est à la fois notre tristesse et notre fierté, notre solitude et notre honneur. On m'a demandé de vous parler d'espérance, je vais donc vous parler de la jeunesse, encore que de nos jours en France, on puisse quelquefois se demander s'il y a encore quelques corrélations entre ces deux mots magnifiques. Honnêtement, quand je pense à la jeunesse de mon pays, j'ai le vertige. Tous ces jeunes gens, ces jeunes filles, tous ces vagabonds de l'âme, quel pays vont-ils nous fabriquer quand parvenus à l'âge d'homme? Ils seront devenus, hélas, collectivement, la nation active et qu'ils seront nos maîtres communs que nous devrons subir. Je ne sais s'ils me font peur, ce n'est pas exactement le mot, encore que lorsqu'ils se rassemblent en troupeau, derrière leurs funestes joueurs de flûte, qu'ils acclament leurs histrions éculés, lorsqu'ils rôdent en bande désœuvrée, en grande compagnie du néant, ou lorsque déjà déguisés en petits technocrates de l'État social giscardien, ils applaudissent le droit au travail immédiatement assorti de son corollaire démocratique, le droit au chômage, tout en laissant sans vergogne 2 millions de travailleurs étrangers se retrousser les manches à leur place et servir de domestiques à bon compte à une nation de petits bourgeois. Lorsque je les vois prisonniers de tous les slogans, esclaves de toutes les modes les plus avilissantes, souvent irresponsables et stupidement fiers de l'être, braillant l'égalité où se réfugient pêle-mêle la peur de l'avenir, la faiblesse et une mortelle médiocrité consentie et remboursée par les prestations sociales, lorsque je vois tout cela, l'approche de leur foule me fait frémir. Je sais, il y a eu un entracte inespéré. Les 40 000 jeunes gens acclamant le pape Jean-Paul II qui leur assénait des vérités devenues chez nous inconcevables. Mais ils n'étaient que 40 000. L'épiscopat y avait jalousement veillé, 10 fois moins que pour écouter Maxime Le Forestier à la fête de l'humanité. Je sais, ils ont chanté Ave Maria, ce qui est proprement miraculeux et convenait exactement à cet instant de grâce divine. Mais pour parler de façon plus charnelle, s'agissant de la France d'aujourd'hui, le bon vieux cantique ne suffira pas. Il faudra lui trouver du renfort. Il faudra trouver d'autres chants guerriers. Hélas, ce n'était qu'un entracte pastoral avec le berger blanc et les jolies brebis, tandis que veillaient de loin les chiens de garde de l'épiscopat rouge, prêts à mordre et à rassembler le troupeau dévoyé un instant sur la bonne voie. Car rien n'a changé. Entre les foules juvéniles françaises parfaitement manipulées, toujours trahies mais inconscientes de l'être, entre ces foules et l'avenir de mon pays, je n'aperçois aucun pare-feu, aucune digue, aucune tranchée, pas le moindre canal de dérivation, pas la moindre conduite forcée, pas le moindre barrage générateur d'énergie pour capter cette force immense, au lieu de la laisser se perdre comme un flot inutile et dévastateur, pour la détourner du néant collectif et l'envoyer d'autorité, exactement, d'autorité, irriguer le cœur de la nation. Car si la jeunesse est l'espérance, celle de nos millions d'enfants et de jeunes gens, il faut se rappeler en quelles mains elle est tombée et quelles armes il nous reste, à nous, à droite, pour la leur disputer, à eux, à gauche. À eux l'enseignement,
vous le savez, toute cette machine formidable qu'est l'éducation nationale, à laquelle même la langue française la plus belle du monde n'a pas résisté. Ça commence dès la maternelle, ça va pourrir jusque dans les plus hautes chaires. Monsieur l'instituteur est mort, remplacé par de petits mercenaires machinaux. Au lycée, monsieur le professeur humaniste est mort, étouffé sous des torrents de haine. De grève en grève, les enseignants non grévistes, s'il en reste, sont fichés par leurs supérieurs. À l'arrivée de la gauche au pouvoir, mais en réalité elle nous gouverne déjà, ils seront jetés par-dessus bord comme un lest devenu inutile. Voilà donc la jeunesse française liée, poings, pieds et cervelle, 8 heures par jour et 250 jours par an, moins les jours de grève, évidemment, pendant lesquels les enseignants astiquent amoureusement les caravanes de camping de leurs prochaines vacances socialistes. À eux aussi, l'Église. De ce côté-là, c'est réglé, en dépit de la récente visite du pape, sur laquelle l'épiscopat garde un silence sépulcral et blanchi. La hiérarchie catholique française, sous prétexte de retour aux sources, vous le savez, fait demi-tour à gauche, regardez-les. Ils ressemblent tous à Georges Stegui, s'habillent comme Edmond Maire et raisonnent comme les deux réunis. Au nom de Dieu, disent-ils, mais quand ils parlent de Dieu, encore que ce mot passe difficilement à leur bouche, au nom de Dieu, en réalité, c'est de l'homme égalitariste drapé dans ses droits de l'homme qu'ils parlent. Et s'ils ont récemment plus ou moins condamné le communisme, c'est pour marcher plus vite vers leur cher socialisme pseudo-évangélique, et ce ne sera pas de la tarte. Voyez comme ils jazzissent, voyez leur grosse subtilité. Voyez comme ils collectivisent les offices religieux, comme ils vulgarisent l'élan de l'homme vers la divinité, comme ils conditionnent les fidèles à des réflexes de masse. Les nouveaux curés rééduquent exactement comme des commissaires politiques soviétiques ou nord-vietnamiens, par persuasion lancinante sur fond d'autocritique. Et ils n'ont pas changé. Sous des dehors d'apparence apaisante, ils n'ont rien admis, rien cédé, et masqués sous leur jargon, comme celui de l'évêque de Saint-Denis, lors de la visite du pape à la basilique des rois, vous trouverez l'annonce claire d'une ferme rééducation socialiste des troupeaux. Ce ne sont plus des prêtres, ce sont des terroristes religieux. Au cas où en réchapperaient nos enfants, un coup d'œil sur les morpions marginaux qui pullulent sur le corps de la jeunesse et l'empoisonnent jusqu'à l'âme. Je veux parler des mouvements de jeunesse, tous les ACO, JOC, JAC, JEC, les scouts en cordie de France où l'on ne parle plus ni de Dieu ni de la patrie, et où s'égarent encore les meilleurs et les derniers des fils de nos dernières familles françaises. Tous les prophètes, Bélan, de Thésée et d'ailleurs, innombrables sectateurs du petit mec, mondialistes et humanitaristes, toutes les maisons de la jeunesse et de la culture aux mains d'animateurs de gauche qui sont autant de commissaires politiques payés par l'État, et la dégoulinante presse spécialisée dans le jeune, je mets des guillemets, et presque tous les syndicats étudiants, tous les rassemblements à prétexte, le Folksong avec nous, et toutes les organisations de jeunes, des partis politiques de tous bords qui font le trottoir en période d'élection, parce qu'on a mis la jeunesse en carte à 18 ans, en carte d'électeur. Ça remue du monde, tout ça. Ça passe la main dans le dos et dans le bon sens du poil. Écoutez. À titre d'exemple, écoutez comment le pouvoir en place a choisi de racoler la jeunesse de la région parisienne par son nouvel émetteur Radio 7. Ça commence dès le matin. Les mecs, faut vous manier, vous allez être à la bourre. Après, c'est la météo. Fait un temps dégueulasse, les mecs, vous allez avoir de la merde plein les bottes. Les mecs, dira-t-on plus tard, les mecs votaient pour le pot de Giscard. Je me demande souvent s'il est bien nécessaire de lutter sur le plan politique, car tout se tient. Il suffit de lutter contre la vulgarité. Alors, où est la digue? Où est le canal de dérivation? La famille, c'est vrai. On a tué le père, mais elle résiste encore. Seulement, elle a changé de nature. C'est la famille refuge, quelque chose d'assez animal, une sorte de poulailler avec grains, chaleur, litière. On est nourri, logé, protégé, téléservi,
et dans les mêmes conditions aimer, ce qui n'est déjà pas si mal. Mais élever, armer, guider, non. Quand on en sort rien de changer, on change seulement de poulailler. Et le sport. Ah oui, c'est vrai. J'oubliais le sport. Nous avons un ministre pour cela. Preuve que les deux choses sont liées, c'est un ministre de la jeunesse et des sports. Voilà, faites du sport mes petits, le ministre paye pour les piscines, les terrains de foot, les camps de plein air, et les Jeux Olympiques, car vous le verrez, qui va aussi payer pour ça. Mais l'âme et le cœur, ce n'est pas son rayon. Ce sont tous les autres qui s'en chargent de la façon que j'ai décrite. Il l'a précisé lui-même, le ministre, récemment, dans ces termes. En démocratie, le rôle de l'État n'est pas d'embrigader la jeunesse, ni même de l'influencer. Fin de citation. Et voilà, tout est dit, et c'est là que je voulais en venir. En démocratie libérale, l'État abandonne sa jeunesse. Mieux encore, il la livre. Par respect pour la personne humaine, dit-il. Hélas, ce respect s'exerce toujours à sens unique. En face, on ne s'en encombre pas. Et dans le vide démocratique où flotte cette jeunesse sans guide, s'engouffrent tous les voleurs d'enfants, les violeurs de conscience, les scélérats coupables de captation d'héritage et de détournement de mineurs en danger au service d'une société horizontale, socialiste et couchée que nous, à droite, nous refusons. Sous nos yeux, on nous vole l'avenir. Et si d'aventure, s'apercevant du danger mortel, l'État décidait de lutter avec les mêmes armes, d'embrigader et d'influencer la jeunesse sur tous les fronts que j'ai décrits et qui ne ferait plus qu'un front unique, cela signifierait simplement que nous ne sommes plus en démocratie libérale. Mais puisque nous y sommes encore et que les aveugles qui nous dirigent ont toujours l'air d'y tenir, alors la démocratie libérale est un piège à jeunesse dont les mâchoires se sont refermées. Et si vous voulez le fond de ma pensée, pour s'occuper sérieusement de la jeunesse et de tout le reste par-dessus le marché, dans la direction qui convienne à nos convictions les plus sacrées, je crains qu'il ne nous faille attendre la mort de la démocratie libérale. Puisque nous devions parler d'espérance, c'est cette espérance-là que je vous souhaite. Et puis un dernier mot, tous ici, autant que nous sommes, on peut l'aider à mourir, la vieille vache. Mes chers amis, je suppose d'abord que cet instrument d'orthopédie de la parole fonctionne correctement. Est-ce qu'on entend? Bon. Eh bien, je vais vous dire d'abord que je me réjouis d'être parmi vous. Peut-être pas pour très longtemps, car j'ai tout de même l'impression même qui est une certitude, que les journées me sont comptées, et que peut-être il serait préférable que je passe mon temps à me préparer à la mort qu'à affronter le public. D'ailleurs, ici, il ne s'agit pas d'un affrontement, mais il ne s'agit pas de ma personne qui n'est qu'un maillon dans une chaîne indéfinie. Il s'agit de la fidélité, précisément, à ce qui nous rassemble ici. Et c'est un témoignage de fidélité que je voudrais vous apporter. Oh, vous éblouir. Non, je ne voudrais pas vous éblouir, on ne m'éblouit n'y voit plus clair. Je voudrais simplement essayer de vous éclairer. Vous l'avez d'ailleurs déjà été. Je ne veux pas non plus me livrer à un exercice d'éloquence, car il faut parler, bien entendu. Et je dirais même qu'ici, on a très bien parlé. Il faut parler, mais cela ne suffit pas. Ce qui m'inquiète un peu, eh bien, c'est à quel point nous sommes saturés d'éloquence par nos hommes politiques, qui auraient peut-être autre chose à faire que de parler. Pour eux, voyez-vous, l'intonation, la mimique sont devenues la pièce essentielle de leur bagage. C'est inquiétant. Peu importe ce qu'ils disent, s'ils le disent à peu près bien, n'est-ce pas? Shakespeare disait les hommes sont devenus des langues. C'est diablement vrai en démocratie, n'est-ce pas? Nous sommes des comédiens du pouvoir. Ce qui compte de plus en plus, c'est très inquiétant. Ce n'est pas la façon dont ils l'exercent, le pouvoir, et c'est la façon dont ils le présentent. C'est un peu ennuyeux. Alors ils sont presque condamnés à l'exhibitionnisme, un exhibitionnisme perpétuel.
bien finalement l'exhibitionnisme les conduit à l'impuissance. Il y a même des rapports, n'est-ce pas bon? Bien, vous voyez par exemple la dernière édition télévisée de Mitterrand. Bon, eh bien, la plupart des journaux, si vous vous rendez compte, parlaient justement de la forme parfaite du président à l'acrité qui témoigne d'une excellente santé, n'est-ce pas bon? Alors je pense tout de même à une chose qui est inquiétante. Supposons que, pris d'un malaise, notre président ait bredouillé ce jour-là, son prestige en aurait sûrement plus souffert que de n'importe quelle gaffe en politique, et même d'une gaffe ruineuse pour le pays. C'est ennuyeux quand l'audiovisuel arrive à régner à ce point. Je me pose la question, comment parler Sully? Avait-il l'occasion de parler en public? Comment parler Colbert? Comment parler Richelieu? Richelieu, cet éternel agonisant, aurait fait sûrement des prestations télévisées plutôt médiocres. Mais il tenait les rênes du pouvoir. Passons. Et je sais que nous sommes en petit nombre ici, oui, en petit nombre. Je sais, on vous l'a dit, qu'on nous traite de nostalgiques du passé, de laisser pour compte de l'histoire. Oui, je le sais. Et croyez bien, nous ne sommes tout de même pas demeurés que tout ce qu'on peut dire sur notre faiblesse numérique, sur notre peu de chance de succès dans l'immédiat, nous le savons. Je répondrai à nos critiques ce que Bossuet répondait aux libertins de l'époque. Croit-il que ces doutes qui assaillent la foi, que ces doutes nous sont étrangers, que nous ne les avons pas vécus et pâtis nous-mêmes, avec cette différence que nous les avons surmontés et qu'ils y ont succombé? Eh bien, seulement voyez-vous, il ne s'agit pas de peser les chances de succès, il s'agit de savoir et d'agir en conséquence. Il s'agit de savoir, eh bien, si la vérité, si la nécessité, même reniée par le nombre, reste la vérité et la nécessité. Il s'agit de savoir si 2 siècles d'égarement démocratique, traversés bien entendu par quelques réactions salutaires dues aux vertus de l'ancienne France forgée par nos rois ou à l'apparition de quelques individus supérieurs, il s'agit de savoir, eh bien, si cet égarement démocratique peut effacer un millénaire de tradition ininterrompue. Il s'agit de savoir si la santé reste préférable à la maladie, même si on a perdu relativement la santé. Tout le problème est là. Il s'agit de l'avenir également, n'est-ce pas? Nous sommes attachés au passé, eh bien, dans la mesure où nous y trouvons des leçons et des semences pour le futur. Nous ne sommes pas des embaumeurs du passé, nous essayons d'être des accoucheurs de l'avenir. Maurras disait, et le mot peut paraître très fort, que la démocratie, j'entends la démocratie française, entendons-nous bien, reposant sur le jeu des partis et le loi du nombre, Maurras disait que cette démocratie, c'est le mal. Et c'est le mal précisément parce que c'est la discontinuité, et parce que la discontinuité, c'est la mort. Tout ce qui est vivant ne s'arrête jamais de vivre. Machiavel, auquel on a fait une trop mauvaise réputation, Machiavel disait que le but principal de l'art politique, c'est la durée, et que la durée l'emporte sur toute autre qualité. Or, quel est le gouvernement qui a eu pour lui la durée depuis 1789? Ouais. Le plus génial des hommes qui ont suivi 1789 et qui a gouverné, Napoléon avouait tout simplement, à cause de cette discontinuité, il ne me manque qu'une chose, c'est d'être mon propre petit-fils. Et il savait ce que cela voulait dire. Ouais. De même, après lui, eh bien, tous ceux qui ont cru incarner les légitimités perdues n'ont pas eu la durée pour eux. Napoléon III, Clémenceau, Pétain, De Gaulle, je ne mets pas tous ces gens-là dans le même sac. Je dis qu'ils n'ont pas pu assurer la continuité, n'est-ce pas? Mitterrand aujourd'hui, si vous voulez, qui se dit président de tous les Français, mais aucun de ces hommes n'a duré et n'a fondé un régime durable. Tout au plus, les meilleurs ont-ils été des réanimateurs occasionnels dans des moments de collapsus du pays. C'est tout. Eh bien, voyez-vous,
ce vice, eh bien, tient au système lui-même. On nous rebat les oreilles avec les 50% des Français, tantôt inclinant légèrement à droite, tantôt inclinant légèrement à gauche. Eh bien, qu'on le veuille ou non, la démocratie est obligée de gouverner avec une fraction de la nation contre une autre fraction. Imagine-t-on un corps dont la tête prendrait parti pour la moitié des organes contre l'autre moitié? Bon, est-ce que c'est seulement concevable? Et comme d'ailleurs c'est impossible, la moitié dominante est bien obligée de faire des concessions à l'autre moitié pour assurer un fantôme d'équilibre à la nation, n'est-ce pas? C'est ainsi que la politique de M. Giscard d'Estaing ressemblait déjà à celle de M. Mitterrand, et que celle de M. Mitterrand continue en partie celle de M. Giscard d'Estaing. Le premier, par exemple, eh bien, M. Giscard d'Estaing a légalisé l'avortement, et M. Mitterrand continue en le subventionnant. Bon, alors, voyez-vous, c'est tout de même dans la même ligne. De même, eh bien, aujourd'hui, M. Delors commence à tenir des propos analogues à ceux que tenait M. Barre hier, oui. Et d'autre part, le cancer de la démocratie, l'étatisme, va toujours de métastase en métastase. On est passé au socialisme, mais ce n'est rien contre le socialisme en soi, n'est-ce pas, oui. Mais par la force des choses, le socialisme actuel ne peut être qu'un socialisme d'État, car l'État-providence, c'est également l'État vampire, un État qui prend le contre-pied de la vraie réalité sociale, du vrai socialisme, qui est fait d'échanges vivants et concrets entre les hommes. Je lisais dernièrement, je vous en recommande la lecture, c'est assez éclairant, un livre d'un certain M. Rosanvallon, jeune militant socialiste, concernant la faillite de l'État-providence. Il montrait très bien que l'État-providence, eh bien, ressemble à je ne sais quel énorme vache à lait qui naturellement fournit du lait à tout le monde, mais qui, eh bien, en vertu de la même nécessité, est obligé de dévorer un peu tout le monde, qui crée un réflexe de fuite, de doute, de telle façon que chaque citoyen préfère se trouver du côté de la mamelle qui fournit le lait que du côté de la gueule qui dévore le pré. Bon, ouais. Et alors, le jeune militant socialiste disait, c'est très regrettable, il faudrait aboutir, avoir de l'imagination, aboutir à un socialisme qui serait concret, basé sur l'aide directe. Il avait des formules d'ailleurs extrêmement amusantes. Il nous parle de réseaux de solidarité directe, de services collectifs auto-organisés, de coopératives informelles de voisinage, n'est-ce pas? Mais cela, nous l'avions autrefois. La vieille France l'avait. On appelait cela simplement l'entraide communautaire ou les relations de bon voisinage, où on pouvait se rendre 1000 services d'une façon directe, humaine, où l'État ne devait pas intervenir et avait tout au plus à arbitrer. Je n'ai pas insisté sur ce point, mais c'est absolument capital. Mais évidemment, en démocratie, on ne peut pas faire autrement, étant donné le caractère anonyme du gouvernement. Bon. De telle façon, eh bien, que les hommes politiques sont de plus condamnés à l'équilibrisme. Ce sont des équilibristes, oui. Seul un pouvoir légitime, mais indépendant du jeu des factions et des partis, pourrait réaliser non pas l'équilibre, mais l'harmonie. L'harmonie, c'est tout différent de l'équilibre. Dans l'équilibre, ce sont deux forces contraires qui s'annulent réciproquement. Dans l'harmonie, ce sont des choses différentes, variées, qualitatives, et bien qui s'unissent dans une réalité supérieure. Comme par exemple, les notes dans la musique, eh bien, sont distinctes les unes des autres, mais dans la mélodie, concourent précisément à cette mélodie. Oui, l'harmonie est qualitative, tandis que l'équilibre n'est que quantitatif, n'est-ce pas? Eh bien, nous n'avons pas besoin d'équilibristes, nous avons besoin d'un accordeur. Le roi l'a été pendant 1000 ans. Pourquoi pas demain? Voilà. Tout le problème se pose là. Et je crois, je conclurai en disant qu'il faut dénoncer l'illusion de ceux, et parmi nous il y en a certainement quelques-uns, de ceux qui, découragés par l'attente indéfinie d'une restauration monarchique, pourraient mettre quelque espoir
dans un aménagement positif de la démocratie, par exemple dans je ne sais quelle social-démocratie, qui corrigerait les erreurs et les abus du socialisme actuel. Mais l'expérience du passé, ancien, récent, nous montre à l'évidence que même avec un programme moins utopique, même avec des chefs dignes de ce nom, eh bien, le nouveau régime resterait infecté par le virus démocratique, par le manque d'unité et de continuité. On nous parle de changement dans la continuité. Nous sommes bien d'accord. Mais cette continuité en démocratie, justement, est impossible. Elle est impossible dans un régime où tout dépend des caprices de l'opinion et de l'astuce des manipulateurs de l'opinion. On nous a fait miroiter aussi, et on vous en a parlé, le mythe de l'alternance. Alternance, libéralisme, socialisme et l'inverse. Eh bien, je trouve ça tout à fait charmant. C'est très beau l'alternance. Un pouvoir qui défait ce qu'a fait l'autre. Une politique semblable à la toile de Pénélope, tissée le jour et défaite la nuit. Voyons, est-ce que c'est sérieux? Oui. Et bien entendu, c'est la nation qui fait les frais du tissage et du détissage. C'est trop évident. Au reste, cette alternance est un mirage. Je vous le disais tout à l'heure, car faute d'une direction indépendante et d'un arbitrage supérieur, eh bien, le libéralisme est le fossoyeur des vraies libertés et le socialisme achève l'érosion du vrai tissu social. Ennemis en surface, ils sont alliés en profondeur pour paralyser les forces vives de la nation. Et voyez-vous, parlons médicalement, alternance, ce n'est pas en faisant changer les biplégies de côté, n'est-ce pas, en les déplaçant de gauche à droite ou de droite à gauche qu'on retrouvera la santé. Et tout se résume en ceci. Les espoirs dans une alternance sont chimériques. Ils sont chimériques, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce tissu synthétique de basse qualité qu'est la démocratie, dans ce tissu de basse qualité, et ce tissu synthétique artificiel, l'envers et l'endroit se valent. Et nous n'avons pas à choisir l'un ou l'autre, sauf en cas d'urgence et d'opportunité. On vous l'a dit aussi. Par exemple, comme on préfère un moindre mal à un mal pire, aussi longtemps que dure une maladie. C'est ainsi, par exemple, que j'ai voté pour Giscard d'Estaing la dernière fois, aux dernières élections, et je n'en suis pas plus fier pour cela, je vous prie de le croire, n'est-ce pas? Il y a des moments, évidemment, il faut choisir entre deux symptômes du même mal, oui. Mais cela ne suffit pas. C'est la maladie précisément qu'il faut guérir, au lieu de choisir entre les symptômes plus ou moins malins ou plus ou moins bénins. Eh bien donc, je conclus, l'alternance à l'intérieur du mensonge démocratique est un trompe-l'œil. Le salut de la nation ne dépend pas d'une alternance, il dépend plutôt d'une alternative, la démocratie ou le roi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ou plutôt, pour tout rassembler dans un simple mot, mes chers amis, me voilà une fois de plus parmi vous. Je vous ferai remarquer d'abord une chose bien simple, que ce n'est pas une chose très drôle de parler le dernier. Car, à mesure qu'on écoute ceux qui nous ont précédés, on s'aperçoit qu'ils ont dit ce que nous pensons et ce que nous allions dire nous-mêmes, n'est-ce pas? Alors, se sentir le répétiteur des autres, eh bien, c'est quelquefois un peu ennuyeux, mais enfin, comme je n'ai aucune trace de vanité, il se peut que je répète, parce que ce que je répète, c'est ce que je pense. D'autre part, comme je suis un homme très docile, mon ami Chauvet m'a donné un petit embryon de programme que je ne traiterai pas, il faudrait une conférence de 2 heures, mais enfin, dont je donnerai tout au plus quelques linéaments. Il m'a dit de parler sur ce thème, sur le thème suivant, la restauration sera spirituelle ou ne sera pas.
bien que vous aviez dit. Alors je vous dirai donc quelques mots dans ce sens. Je vous dirai également, je disais récemment à Marseille devant notre ami Chauvet, que j'ai toujours une certaine appréhension à parler devant les foules. Bon, Victor Hugo disait méchamment qu'une foule a trop d'yeux pour avoir un regard et trop de tête pour avoir une pensée. Mais précisément, quoique vous soyez très nombreux, j'ai l'impression de ne pas me trouver devant une foule au sens dont parle Victor Hugo. Car vous n'êtes pas une foule. Ce qui vous rassemble ici, ce qui m'amène ici, ce n'est pas une somme de réflexes mi-idéologiques, mi-viscéraux, comme c'est le cas pour la plupart des assemblées politiques. C'est une âme commune, c'est une fidélité commune à la même cause, à la même source, à la même tradition porteuse de vie et d'espérance. Et je parle à tous comme je parlerai à chacun. On vous l'a déjà dit, n'est-ce pas? Et je n'insisterai pas sur le côté quasi tragique de la situation actuelle. Elle apparaît à tous les yeux qui ne sont pas complètement embués par les fanatismes idéologiques. Elle était même prévisible, tellement prévisible que je me pose quelquefois quelques questions. Moi qui ne suis pas un économiste, moi qui vis en dehors de la politique, moi qui n'ai la prétention que d'avoir un peu de bon sens, j'avais parfaitement prévu ce qui arriverait dans l'espace d'un an ou deux. Je le savais, non pas précisément chiffres en main, mais enfin presque à peu près, chômage, inflation, désorganisation, bon, révolte, ainsi de suite. Alors je me demande comment des hommes politiques, qui ne sont pas des idiots, je me demande, enfin bref, mais qui tout de même ont un peu d'économie politique, un peu de sens commun, je ne sais pas, comment ils ne l'avaient pas prévu eux-mêmes. Et comment, sachant que le socialisme a méthodiquement échoué dans tous les pays où on a essayé de l'appliquer, comment ils refont la même expérience indéfiniment pour aboutir aux mêmes essais? Enfin, entre nous, que penseriez-vous d'un médecin qui aurait massacré 50 clients avec un remède qui leur donnerait une 51e fois? Mais, enfin, nous en sommes là, et c'est un peu stupéfiant. Bon. Mais que voulez-vous? Je crois qu'il y a à la base de l'idéologie, et non seulement de l'idéologie socialiste, mais de la plupart de nos idéologies politiques, il y a un mépris profond des faits au profit de l'idéologie. On raconte qu'un chef de je ne sais quel parti de gauche aurait dit, alors qu'on lui faisait quelques objections tirées des réalités, il aurait dit ce mot qui mérite d'être historique, écartons d'abord les faits. Bon. Alors après, quand on a écarté les faits, on peut raisonner à l'infini, n'est-ce pas? On n'en finit plus. C'est ça, le fait n'existe plus, il reste le chiffre, il reste le nombre, il reste l'enroulement des idées qui n'ont plus de connexion avec le réel. Je vous le disais peut-être l'autre année, une des choses qui m'ont rendu le plus réaliste, c'est un mot que m'avait dit un brave oncle que j'avais autrefois, et qui, ça fait une dizaine d'années, m'a dit, tu fais l'arithmétique, petit. Moi, très fier de mon petit savoir, car on apprenait quelque chose à l'école, à ce moment-là, n'est-ce pas? Je lui ai dit, mais oui, mon oncle. Alors il m'a dit, tu vois, il y a 10 oiseaux sur un arbre, et je dis, attention, sur un arbre. Un chasseur arrive et en tue 4. Combien reste-t-il sur l'arbre? Moi, très fier, j'ai répondu, s'il en a tué 4, il en reste 6. Il me répondit, non, petit imbécile, il n'en reste point, parce que le coup de fusil a fait partir les autres. Oui. Eh bien, c'est très profond, et beaucoup de méthodes qu'on emploie, d'aménagements fiscaux, sont un peu du même ordre, basés sur une pure idéologie, une pure arithmétique, car on oublie trop souvent que les coups de fusil du fisc font s'envoler les oiseaux. Oui. Ceci Mais au fond, qu'est-ce que le socialisme, si ce n'est la suprême expression, l'ultime expression du mensonge démocratique? Un mensonge qui consiste à exalter le peuple en parole, à le consulter même selon la loi du nombre et à l'écraser en fait sous le poids d'une tyrannie omniprésente et multiforme, celle d'un État démesurément hypertrophié qui broie toutes les libertés dans ses rouages, qui impose la rigueur, comme c'est le cas maintenant, après avoir attisé toutes les revendications, oui. On nous parle de rigueur maintenant. Oh, il y aurait aussi des réflexions très drôles à faire sur le vocabulaire. Il n'est pas question d'austérité, il est question de rigueur, n'est-ce pas? Comme si ce n'était pas la même chose. Enfin, quand un médecin vous prescrit un régime rigoureux, ce n'est pas un régime, eh bien on mange énormément de foie gras et de dents de truffées, n'est-ce pas?
C'est en général un régime austère, non. Mais quand on a dit rigueur, ce n'est plus austérité, et ça passe. De même, notre chef politique, j'ai oublié lequel, a dit en parlant du système actuel, qui paraît-il n'a pas de sens, on vient de nous le dire, il a dit, il ne s'agit pas de serrer la vis, il s'agit de serrer les écrous. Mais ça, moi, je trouve ça magnifique, n'est-ce pas? Et ça passe avec ça. Le tournevis, très mauvais, c'est de droite. La clé anglaise, c'est de gauche. Alors, c'est merveilleux. Bon. Mais voyez-vous, je vous fais rire, mais il est bon de rire un peu. Ils sont tellement malfaisants. S'ils n'étaient pas un peu ridicules, on n'aurait pas de consolation, enfin. Ah oui, je crois que le discours politique gagnerait beaucoup à être humoristique. Et le discours socialiste ne l'est pas, soignant trop humoristique. Ah non. Le chancelier Bulot a écrit un livre de longue mémoire, dont la lecture est très rafraîchissante, car il a eu beaucoup d'esprit. Si Guillaume II ne l'avait pas expédié du pouvoir, peut-être aurait-on évité ce grand suicide collectif de l'Europe que fut la guerre de 14. Il parle des discours du socialiste allemand Bebel. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Bebel? Enfin, c'était l'homologue de Jaurès au Reichstag, n'est-ce pas? Alors, parlant des discours de Bebel, il dit, c'était le discours socialiste. On vient de publier l'ensemble de ces discours. Je sais que l'allemand, eh bien, est doué, naturellement, d'une forte capacité à supporter l'ennui. Il peut en supporter de fortes doses. Mais tout de même, je défie n'importe quel Allemand de lire la totalité des œuvres de Bebel. C'est partout la même dichotomie. Partout, d'un côté, il y a les gens très bien, de l'autre, les gens très mal, les capitalistes à abattre. Le présent est une horreur, mais l'avenir sera un paradis. Et tout cela sans une trace d'esprit, sans une lueur d'humour. Et Bulot a ce mot magnifique, désignant le discours socialiste, bref, un Sahara infini avec un mirage à l'horizon. Ah, mais recueille, c'est exactement ça. Eh bien, oui, on marche dans le Sahara, alors que voulez-vous? Alors, justement, précisément, voyez-vous, que reste-t-il de la sainte majesté des lois dont parlait notre poète, car rien n'est plus grand que la loi, dans ce fouillis de règlements, d'interventions, de monopoles, de nationalisation? On vous a dit tout cela, je ne le répète pas, n'est-ce pas? Alors, quand on parle de la sainte majesté des lois, on est plus près, eh bien, d'André Chénier, qui, parlant des hommes de la Révolution, les appelle des barbouilleurs de loi, voilà. Car la loi peut être à la fois le sommet et tout ce qu'il y a de plus vain et de plus plat. Et ce qui est plus grave encore, justement, eh bien, c'est que ce système corrompt le peuple en le berçant perpétuellement de fausses promesses, en lui donnant de faux privilèges qu'il paie toujours trop cher, en atténuant chez lui le sens de la responsabilité, le sens du devoir, en l'atténuant quelquefois jusqu'à l'épuisement. Un magistrat a écrit un petit livre d'aphorismes qui, dans l'ensemble, ne me paraissent pas très brillants ni très profonds. J'ai oublié le nom du dit magistrat, mais il y en a un qui est tout à fait génial. Il nous dit, la démocratie, eh bien, c'est devenu pour beaucoup d'hommes le droit de n'avoir aucun devoir. Avouez que dans une certaine revendication des droits, eh bien, vous trouvez tout cela. Bon. Alors, si nous sommes monarchistes, donc, c'est pour remettre l'État à sa place. On vient de vous le dire, justement, mais je répète, voulez-vous qu'il fasse? Eh bien, le rendre à son rôle, non pas mineur, mais à son rôle essentiel, qui consiste à arbitrer les libertés des individus et des groupes, et non à les tenir en lisière dans ses filets. D'où notre combat politique. Je n'ai pas insisté là-dessus, on vient de vous le dire, et je le dirai plus mal que mes prédécesseurs. Mais, j'en viens à mon sujet, dans les désorganisations actuelles des mœurs, n'est-ce pas? Ce combat, il faut bien le reconnaître, déborde largement le politique proprement dit. Il implique aussi un renouveau spirituel, et je ne crains pas de le dire, un renouveau religieux, il ne faut pas l'oublier. Et voyez-vous, le religieux et le politique sont intimement liés. Il ne faut pas les confondre, certes, on le fait trop souvent, mais il ne faut pas non plus les séparer. Rivarol, qui fut un esprit plus que libre, voltairien, libre penseur, impie, n'est-ce pas? Eh bien, après l'exemple de la Révolution française, eh bien, a pu avoir, sans acquérir la foi d'ailleurs du simple point de vue politique, Rivarol a pu dire, les nations sont des vaisseaux mystérieux qui ont leurs ancres dans le ciel. Ouais, bon. Eh bien, ça va très loin, oui. L'idéologie démocratique, au contraire,
qui s'est substitué à la morale et à la religion, prétend assumer l'harmonie de la cité et le bonheur de ses habitants par la seule force de l'homme et des lois humaines, oui. Sans référence à une transcendance divine, sans référence à ces lois éternelles, que met en Maurras d'ailleurs, qui dit souvent qu'Antigone était dans la vérité, Créon dans l'erreur, à ces lois éternelles invoquées par Antigone, qui ne sont ni d'hier, ni d'aujourd'hui, mais de toujours, et que les dieux ont gravées dans le cœur des hommes. Quand on vous dit ni Dieu ni maître, eh bien c'est très joli, mais cela veut dire qu'on n'aura peut-être plus de Dieu, mais qu'on aura des maîtres sans Dieu, c'est-à-dire sans limite dans leur tyrannie. Et nous y allons, poète. Et qu'arrive-t-il en effet dans le pays étalé jusqu'au bout de sa logique interne? L'homme n'est plus respecté comme l'image de Dieu, certes, mais il est manipulé comme une glaise informe par les artisans de la cité future, mirage à l'horizon d'une marche indéfinie dans le désert, terre toujours promise et jamais atteinte, vous le savez aussi. Bon. Et alors là, on revient à un mot du comte de Paris, un mot qui n'est pas d'aujourd'hui, qui m'a beaucoup frappé, et que j'ai lu précisément avant la guerre, vers les années 36, avant les dissensions avec Maurras, qui sont bien regrettables et dont je n'ai pas à traiter ici. Ce mot du comte de Paris était celui-ci: les institutions démocratiques qui corrompent les hommes. Eh bien voilà, nous commençons à voir les effets de cette corruption, de façon que le pays légal, eh bien, pénètre peu à peu le pays réel en le corrompant. Il ne faut pas se le dissimuler, oui. Nous voyons se dresser, eh bien, devant nous l'image d'un peuple. Et d'un peuple, ce n'est pas tout le peuple français, certes, il reste des ressources, et ce peuple l'a grandi tout de même, d'un peuple à la fois passif et révolté, jamais content de son sort, toujours envieux de celui des autres, revendicateur perpétuel, sportulaire de l'État, et on le force d'être sportulaire de l'État, puisque l'État lui prend tout. Il faut bien que l'État lui donne tout, d'une autre manière, n'est-ce pas, matérialiste, souffrant de maux imaginaires, avide de distractions qui aggravent son ennui, n'est-ce pas. Et tout cela, faute de s'abreuver aux sources spirituelles, sans lesquelles on meurt de soif. Nous le savons très bien, même au sein de l'abondance matérielle. On s'en aperçoit dans tous les pays surdéveloppés, en Amérique en particulier, d'où je reviens, n'est-ce pas? Je vous jure que l'Américain moyen s'ennuie. Et c'est pourquoi il cherche justement les sources spirituelles. Et étant donné la défaillance des églises, en général, il y aurait beaucoup à dire sur ce point, il les cherche mal, c'est-à-dire dans les sectes, dans un tas de combinaisons saugrenues, mais il les cherche, et c'est ce qui manque. Il s'agit donc d'un besoin vital, voyez-vous, d'une urgence absolue. Et je répète le mot de notre ami, la restauration sera spirituelle, elle sera politique aussi, mais elle sera spirituelle, ou bien elle ne sera pas, la politique ne suffira pas. Car, et je crois que, justement, disons cela, il ne suffit pas de donner un roi à la France. Et certes, il faut le lui donner le plus vite possible, mais il faut encore donner une France au roi, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Et voyez-vous, que le meilleur roi du monde ne ferait rien, n'est-ce pas, sans le pays, c'est trop évident. Et c'est à chacun de nous qu'il appartient d'y travailler. Voyez-vous, Chesterton disait quelque part, et cela paraît de plus en plus vrai aujourd'hui, que quand on note le surnaturel, il ne reste plus que ce qui n'est pas naturel. Voilà une parole qui va très loin. Et voyez la corruption de la nature. Si on revenait à la bonne nature, si on revenait à l'innocence animale, ce serait merveilleux, mais c'est impossible. On ne peut que monter au-dessus de la nature ou tomber au-dessous. Vous voyez tous les vices qui foisonnent, enfin, toute cette misère, enfin. Dans un pays, je reviens du Canada également, enfin, dans cette province de Québec, qui évidemment avait vécu pendant des siècles en théocratie. Une théocratie qui n'était pas toujours drôle. J'aime beaucoup les curés quand ils sont dignes de l'être, mais je n'aime pas le gouvernement des curés. Bon, mais enfin, maintenant, eh bien, que la théocratie a disparu, que sur 10 curés, il y a 9 de défroqués plus ou moins mariés à une nonnette, n'est-ce pas? Je n'exagère pas, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une décrépitude des mœurs, pas partout. Il reste des éléments extrêmement sains, il reste des éléments qui réagissent, mais enfin, une espèce d'émiettement général, une espèce de pornographie intellectuelle, ce qui est pire que tout, qui s'installe partout. Quand on voit une revue qui s'appelle, par exemple, Vivre en amour, qui est carrément une revue scientifico-pornographique, dirigée par un révérend père qui continue à signer maître en théologie et conseiller de la reine, eh bien, que voulez-vous, on a l'impression qu'on n'est plus dans la nature, n'est-ce pas, oui? Enfin, je vous cite qu'un exemple entre bien. Eh bien, voilà.
Encore une fois, nous sommes les témoins de cette dégradation, oui. Et nous devons être les ouvriers de cette résurrection, oui. Et là, évidemment, je n'ai pas de formule à vous donner. Il n'y a pas de voie fixée d'avance avec des panneaux signalisateurs. C'est à chacun de nous de trouver la voie en vivant par la vie intérieure et par la communication fraternelle, n'est-ce pas, oui. L'expérience des siècles, d'ailleurs, prouve, je le répète, qu'un peuple qui ne regarde plus vers le ciel ne marche plus droit sur la terre et que le politique repose sur le sacré, oui. C'est Bernice qui disait dans son poème bien ennuyeux, mais où j'ai tout de même trouvé ce beau vers, où Dieu n'a plus d'autel, les rois n'ont plus de trône. Elle, ceci est vrai aussi. Certes, un changement de régime, celui que nous souhaitons, peut favoriser cette orientation, c'est trop clair. Les bonnes lois aident aux bonnes mœurs, mais elles ne peuvent pas y suppléer complètement, oui. Et c'est d'ailleurs le mot de Jeanne d'Arc qui dit très précisément la chose, Dieu premier servi. Et voyez-vous, pour qui, comme moi, a vu se succéder tant d'illusions, suivies de tant de déceptions, et le mal qu'on chasse par une porte, rentré par l'autre, et changer sans fin de masque sur le même visage. Eh bien, pour des hommes comme moi, éclate la vérité d'un grand mot d'un père de l'Église grecque, bien mal connu, qui nous montre le seul progrès possible de l'humanité. Ce mot, c'est celui-ci, se traduit, il y a un mot qui est pris adverbialement, enfin, le père de l'Église grecque dit « Rien ne peut changer en mieux dans l'homme individuellement ». En grec, athéos, pris dans son sens adverbial, sans l'aide de Dieu, sans le secours de Dieu, si vous voulez. Mais individuellement, me paraît merveilleux. Et en effet, eh bien, c'est comme ça. Si l'homme ne se ressource pas vers le ciel, bien, comme on dit aujourd'hui, il n'aime pas le mot ressourcer, eh bien, on ne voit pas d'amélioration. Le mal change de forme, il change de poil et pas de vis, comme dit le proverbe italien, mais c'est comme ça. Et au fond, eh bien, quand on voit certains bons curés qui nous parlent de leur foi dans l'homme pécheur, dans l'homme qui ne peut être exaucé que par Dieu, eh bien, on ne peut qu'admirer le mot énergique de Céline, s'admire beaucoup Ferdinand, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, de Céline, un jour, un curé progressiste lui avait écrit, « Monsieur Céline, vous n'espérez pas assez dans l'homme. » Il a répondu ce simple mot, « Espérez quoi? Que la merde se mette à sentir bon. » Ouais. Eh bien, pour l'homme livré à lui-même, eh bien, ma foi, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, c'est le commentaire énergique d'un texte du Concile d'Orange, anathème à celui qui dit que l'homme possède autre chose en propre que le mensonge et le péché. Je citais ce mot récemment à un évêque qui n'en croyait pas ses yeux. Mais il a été cherché, il a trouvé. Il m'a dit évidemment, ça y est, mais il faut le prendre, enfin, il faut. Ah, je lui ai dit, si vous lui faites dire le contraire de ce que ça dit, moi je veux bien. Ben alors on en fera autant de votre concile. Bon, passons. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai dit cela le plus simplement du monde sur le ton de la conversation. Je ne voudrais pas avoir l'air surtout de vous avoir fait un sermon, car je ne déteste rien autant que de faire des sermons. Mais précisément, c'est mon réalisme, pris au sens le plus terrestre, le plus charnel du mot qui me dicte ces paroles. Elles pourraient paraître légèrement superflues ou pour le moins exagérées à des époques où même si la foi explicite en Dieu subissait des éclipses, il restait dans les âmes et dans les sociétés de solides vestiges de l'héritage de la civilisation chrétienne. Oui, encore, cela s'est vu au XIXe siècle. Mais aujourd'hui, que ces réserves sont de plus en plus épuisées, un tel appel prend l'urgence tragique d'une manœuvre de sauvetage à bord d'un vaisseau en train de couler. Et c'est pourquoi, ce sera mon dernier mot, je ne sépare pas ma foi monarchique de ma foi chrétienne. Bravo. Cher ami, ces applaudissements qui soulignent la fin de votre péroraison, de votre discours, de votre... Je ne sais comment trouver le mot exact pour le définir, montrent et prouvent l'intérêt et le plaisir que l'on a pris, comme on le prend toujours, à vous écouter. Un fourmillement d'idées, dans la simplicité de la présentation, ciselé dans une formule, c'est tout votre talent, le tout avec humour.
c'est vraiment le génie français à l'état pur. On ne peut que vous en remercier. Et pour ma part, ne remporterai-je de cette réunion des beaux que deux formules. La première, la démocratie, c'est le droit de n'avoir aucun droit. Et la seconde, aucun devoir. Et la seconde, encore meilleure, la définition de Céline sur l'homme, je n'aurais aujourd'hui pas perdu mon temps. Il nous faut conclure, cher ami, et c'est à moi que ce devoir incombe. Ô combien difficile, après tout ce qui vous a été dit, après tout ce qui vous a été présenté, après l'importance des tâches qui nous attendent. Il nous appartient en effet, à nous, gens d'Action française, de combattre pour l'école, de combattre aussi pour le respect des règles juridiques que Wagner si souvent traite, que ce soit dans Aspect, dans la Revue universelle ou dans Présent. Nous devons combattre pour notre défense. Nous devons combattre et travailler dur pour payer aussi nos impôts, pour notre sécurité. Nous devons combattre aussi parce qu'il existe des échéances électorales et pourtant, nous n'avons pas confiance en l'élection. Nous devons combattre partout et sur tous les plans. Nous devons même, à l'heure actuelle, pour certains d'entre nous, combattre et nous défendre dans nos familles. Parce que, comme il faut bien le reconnaître, trop de choses s'écroulent. Il est difficile parfois d'être... Gérard de Gubernatiste assure la conclusion du Rassemblement des Beaux de juin 1983. Alors c'est vrai, parfois, et en tout cas nous en connaissons. Des gens nous disent, c'est un sentiment de détresse, c'est un sentiment de fuite. Il en est qui pensent à aller ailleurs, non pas comme Jobert, mais véritablement à quitter la France, parce qu'ils ne se sentent plus bien chez eux. Eh bien, les gens d'Action française peuvent véritablement faire leur. Une lettre de Saint Paul aux Romains que j'ai trouvée, car il m'arrive aussi parfois, indépendamment de Maurras, de lire mes évangiles et de lire les saints apôtres. Et voilà ce que disait Saint Paul. La détresse elle-même fait notre orgueil, puisque la détresse produit la persévérance. La persévérance, la valeur éprouvée, l'espérance. Eh bien oui, nous, gens d'Action française avec Maurras, parce qu'il nous l'a dit, parce que nous croyons en lui sur le plan politique, sur le plan de notre combat humain, Maurras, sa vie durant, a été homme d'espérance, et nous aussi, nous sommes hommes d'espérance. Et dans cette détresse profonde, c'est vrai, où se trouve aujourd'hui la France, nous y puisons notre orgueil, parce que nous savons, avec la valeur éprouvée de notre histoire, avec la valeur éprouvée de l'enseignement de nos maîtres, que nous avons raison envers et contre tous de croire encore en l'espérance française, parce que nous ne la voyons pas dans un scrutin, nous ne recherchons pas cette vérité dans une urne, nous la cherchons plus loin, nous la recherchons dans le baptême de Clovis, et nous croyons vraiment à ce millénaire français que nous allons fêter dans si peu de temps et qui a permis à la France de se faire. Nous sommes hommes d'espérance parce que nous croyons au roi, parce que nous croyons au sacre, parce que c'est vrai, même pour ceux d'entre nous qui ne sommes pas catholiques, nous croyons en Dieu. Oui, nous avons l'espérance. Nous avons l'espérance parce que nous avons la persévérance. Parce qu'à côté de Maurras, avec la pensée de nos maîtres, avec cette expérience d'Action française, avec ce qu'ils ont su connaître,
avec les avanies qui se sont abattues sur eux, toujours ils ont cru à la profondeur de notre sursaut, parce qu'ils croyaient à notre combat, parce qu'ils croyaient à nos idées qu'ils nous ont enseignées. Et ils y croient si fort que Maurras pouvait dire, dans ce bel aujourd'hui, s'adressant à Vincent Auriol, « Mais oui, vous pouvez le restaurer, le roi, et vous y viendrez. Et puis ne vous trompez pas, vous serez tout à fait à votre aise, vous ne nous rencontrerez pas dans les allées du pouvoir. » Il allait même jusqu'à dire, Maurras, « Il se peut peut-être que le prince ne communique pas dans nos pensées, je le regrette, parce que je les crois bonnes, parce que je les sais bonnes, parce que je les sais démontrables, parce que je les ai démontrées. Mais néanmoins, je fais confiance au prince. » Alors, lorsque Maurras, à qui nous devons tout sur le plan de la pensée politique, nous donne cette persévérance dans la valeur éprouvée, pourrions-nous, nous, qui prétendons être ses enfants, ses disciples, ses fils spirituels, avoir moins de foi dans notre espérance et moins de croyance dans notre effort? Alors, messieurs, mesdames, mes amis, inutile de venir au beau, inutile de venir dans ces rassemblements, si ce n'est que pour y retrouver, soi-disant, le plaisir d'un folklore, ou tout au moins une réflexion sur un Dieu que nous sommes intelligents parce que nous pensons autrement que les autres. Ces rassemblements seraient vains si nous n'y trouvions véritablement la nécessité, le besoin, la volonté profonde et le courage de porter encore plus loin notre effort et la pensée de nos maîtres. Nous sommes dépositaires d'une vérité et nous trahirions si véritablement nous l'enterrions. Nous sommes les dépositaires d'un combat politique, d'un héritage, et nous avons à être fiers de l'héritage. Mais il ne faut pas que l'héritier se trompe et que l'héritier trahisse. Ne soyons pas le fils prodigue, ou tout au moins, si nous le sommes, sachons y revenir vers le maître, et à ce moment-là nous soumettre à son autorité et regarder véritablement les horizons qu'il nous présente. Alors la France se cherche, la France est désespérée. C'est vrai qu'il faut combattre partout, il faut combattre de tous côtés. Il est exact qu'en 1983, la situation n'est plus comme l'a trouvé Maurras en 1904, c'est exact. Il est vrai qu'à cette époque, il y avait encore une église solide, tout au moins dans un grand nombre de prêtres. Il est vrai qu'à Rome, il y avait Saint-Pédis, et depuis les choses ont bien changé. Mais ça n'est pas parce que la situation empire, ça n'est pas parce que la situation s'aggrave. Maurras, après tout, ils étaient peu nombreux lorsqu'ils sont partis. Et aujourd'hui, ils ont essaimé, et nous sommes, nous, des foultitudes. Croyez-le, nous existons plus qu'on ne le pense, plus qu'on ne le croit. Mais encore faut-il que nous sachions montrer notre drapeau. Et cela, il faut le dire d'autant plus qu'il est tout de même plaisant, oh, le mot est fort, qu'il est plutôt affligeant, de voir combien ceux qui sont soi-disant l'alternative demain à cette chose épouvantable qui est devenue le socialisme pour les déçus du socialisme, c'est-à-dire l'opposition. Eh bien, je l'ai dit 20 fois sur ces tréteaux, je l'ai dit en d'autres lieux, il n'est inexact, il n'y a pas d'opposition politique en France à l'heure actuelle, hormis l'action française et la pensée d'action française. Il y a peut-être un peuple qui se cherche, et il est exact entre les Gastounets et les autres Morois, Mitterrand et autres zombies de la politique actuelle, disent en voyant certains mouvements dans la rue, c'est la droite, c'est l'extrême droite, ils ont raison. C'est vrai que la France qui bouge, malgré des chefs qui ne savent pas la trouver, c'est la France profonde, c'est peut-être ce qu'il faut appeler la droite, parce que tous les autres sont à gauche, et n'en rougissons pas. Mais par contre, les hommes politiques qui sont censés demain vouloir reprendre le pouvoir, ou nous amener soi-disant à un combat où ils iraient nettoyer les écuries d'Augias, eh bien je conteste à un monsieur Le Canuet, je conteste à un monsieur Giscard, le pourrisseur, je conteste à un monsieur Chirac, quelque accent héroïque que de temps en temps il sait prendre, d'être véritablement les meneurs de la France, parce que pense le pays profond, il dit, ils sont de droite, ils ne sont pas de chez nous. Alors quelqu'un à côté d'eux crie, démontrons véritablement ce que, messieurs, si vous préférez Simone Veil, l'avorteuse, prenez-la, mais ne venez pas dire que vous parlez pour la France. Voilà ce que nous sommes.
nous n'en rougissons pas. Mais encore une fois, gens d'Action française, Camelot, mes amis, vous les héritiers de cette tradition, ne vous endormez pas simplement dans le plaisir de l'article écrit, lu ou récité. Ne vous contentez pas du discours où vous venez écouter quelques orateurs qui, comme moi, s'excitent, parce que vraiment, je le crois. Comprenez qu'il vous est demandé à chacun d'entre vous d'agir, à chacun d'entre vous de travailler, à un moment surtout où, au milieu de cet abîme, nous pouvons tous penser ou croire que demain, à notre réveil, comme le disait Maurras, en me couchant, je ne sais jamais de quoi demain sera fait, mais il n'est pas dit qu'il n'y aura pas demain la divine surprise. Nous vivons cette époque effroyable où l'on peut croire car la Providence est là, mais encore faut-il que nous sachions éclairer les cœurs et les esprits. C'est vrai que le combat auquel on vous demande de vous livrer, tous les jours, chacun à votre place, dans votre milieu scolaire, familial, professionnel, auprès de vos enfants, je vous en supplie. Vous êtes le dernier rempart, vous, parents. Vous qui avez connu Maurras, le Maurras quotidien peut-être, mais qui avez eu la chance, en tout cas, de baigner dans ces idées de salut, d'espérance, de joie, d'efforts consentis, sachant où vous allez mener vos pas. Vous avez une responsabilité écrasante auprès de vos enfants. Commencez déjà le travail chez vous. Formez vos familles, dans vos métiers, dans vos professions, à tout instant au marché. Ne vous contentez pas seulement de la critique portée sur l'écrasement par l'impôt, ou les difficultés fiscales, ou les problèmes économiques. Bien sûr qu'ils existent. Ils ont l'intérêt d'avoir tout d'un coup sensibilisé les gens. Mais à partir de cela qui n'est presque rien, quelque grave que ce soit sur le plan de notre agrément de vie, nous avons à essayer d'ouvrir les yeux, à les dessiller. C'est vrai que le combat de l'Action française, rejoignant un combat qui fut mené pendant 4 ans d'espérance en France, c'est un redressement intellectuel et moral que l'Action française vous convie. Alors c'est ça l'extraordinaire de notre message. C'est ça l'extraordinaire de notre mission. C'est que bien sûr, nous savons critiquer l'événement politique. Et nous savons, comme tout un chacun, nous plaindre. Mais nous ne sommes pas les seuls. Des quantités de gens et des quantités de journaux, même parfois le Figaro, c'est vous dire, arrivent sur l'événement présent à dire « mais ça va mal, ça va très mal ». Et c'est la faute à ceux qui y sont si ça va si mal. C'est vous montrer s'ils savent déjà raisonner. Donc, d'autres que nous le disent. Où nous commençons déjà à nous singulariser, c'est qu'aux côtés de l'événement que nous critiquons, nous expliquons 2 choses. Nous expliquons, sur le plan de l'application politique immédiate, jusqu'où ça peut encore aller, et nous expliquons par l'empirisme organisateur que nous savions déjà avant, et vous aviez raison, M. Thibon, de nous le rappeler, que sans être prophète, au regard de l'application de certains principes politiques, il était évident que cela devait se terminer ainsi. Nous sommes de ceux qui expliquons et disons que lorsqu'on lance une pierre en l'air et qu'on met sa tête dessous, on la reçoit. Première constatation, que quand on la reçoit, ça peut faire mal. Ça peut même être très dangereux et ça peut tuer. C'est la 2e constatation. Et la 3e, c'est de dire il est idiot de rester sur la pierre et si vous la lancez en l'air, tâchez de vous mettre à côté. Ça, c'est une conclusion pratique et politique. L'Action française va jusqu'au bout du raisonnement. Et aujourd'hui, les hommes politiques, eux, ne vont pas jusqu'au bout de ce raisonnement. Alors, à la critique, à l'explication, nous ajoutons en outre, et c'est l'essentiel de la pensée maurassienne, parce qu'il est vrai aussi que d'autres, parfois, font très bien l'analyse critique de ce qui s'est passé en disant il vaudrait mieux faire tout d'un coup autre chose. Mais nous ajoutons que si véritablement on veut que cette autre chose triomphe, il est nécessaire d'avoir une institution politique. Et que l'institution politique qui permettra justement ce redressement, quelles que soient les bonnes volontés des autres, cela ne se retrouve que dans la monarchie et dans la tradition monarchique française, c'est-à-dire royale. Le gouvernement d'un seul plus l'hérédité, voilà ce que nous enseignons. Parce que si nous prenons aussi, à côté des zombibis dits de l'opposition, qui se refusent d'être ce que le bon peuple de France voudrait qu'ils soient politiques, contre
contraire à celle qui se fait. Parce qu'en définitive, il ne saurait que la continuer, la prolonger ou légèrement l'adoucir. Parce que si vous arrivez à trouver une différence entre Giscard et Mitterrand, à part l'accélération, il n'y en avait aucune. Alors, quoi? C'est-à-dire des gens qui ont le courage d'avoir une position, nous. Et pourquoi voyons-nous le silence des fameux Chirac, Giscard et autres barres? Monsieur Chirac qui dira « Moi, je n'ai rien à dire lorsque je sors chez le président de la République, parce que c'est mon habitude », alors que Giscard, lui, au contraire, éprouve le besoin d'en parler beaucoup. On essaie de se distinguer, on se démarque, parce que le régime dans lequel ils existent et dans lequel ils comptent prospérer, c'est l'erreur. À quoi l'élection? La recherche de l'électeur, la recherche de la voix, c'est-à-dire par définition, parce que c'est ça le mal démocratique, en fait, et entre nous, des guerres civiles larvées. Nous n'avons pas l'unité politique, nous ne retrouvons pas le principe fédérateur. Tous peuvent croire que demain ils le seront, tous ils essayent de le devenir, peu leur importe la France, c'est leur petite personne qui les intéresse. Et c'est pourquoi nous, gens d'Action française, au mal que l'on dénonce, au remède que l'on apporte, on y ajoute la solution politique et nous sommes les seuls, le roi. Alors, je sais et je voudrais terminer parce que ce matin on nous l'a dit pendant le sermon et l'on avait raison. Nous voulons ramener le roi à Paris, mais peut-être il convient de lever un peu plus les yeux vers le ciel. C'est exact. Observation qui a déjà été faite à l'Action française et que l'on connaît bien et sur laquelle il n'est pas besoin de revenir. Si ce matin, à cet emplacement, était l'hôtel de la messe, c'était pour les gens d'Action française, nombreux certes, qui sont catholiques. Mais l'Action française n'est pas un mouvement religieux. L'Action française, ça n'est pas l'Église. L'Action française est un mouvement politique. Et j'ai trop d'amis au sein de l'Action française qui ne sont pas catholiques, mais qui partagent notre foi commune dans l'espérance française, dans la solution politique française, et dans le problème et la nécessité de trouver un roi qui soit, même s'ils ne croient pas, qui soit pour eux aussi sacré. Oui, nous savons, et ils savent, et le pratiquant juif d'Action française, le parpaillot d'Action française, ou l'agnostique d'Action française, sait qu'en venant vers la monarchie française, traditionnelle, il scelle avec le baptême de Reims. Ça n'est peut-être pour lui qu'une image, mais c'est l'image de notre tradition historique dont il connaît l'importance. Alors le politique d'abord pour nous reste essentiel. Nous voulons faire le roi, parce que nous savons que par l'institution politique, comme le rappelait d'ailleurs Saint-Pédis, n'oubliez jamais, le poisson pourrit par la tête. Nous voulons, nous, remettre une tête à la France. Mais nous disons, parce que c'est notre engagement à nous, gens d'Action française, nous remettons un roi à la France, parce que le roi de France est le seul, par le principe qu'il incarne, la tradition qu'il représente, d'être le moteur réel de la contre-révolution. Parce que c'est autour de la contre-révolution que nous forgeons nos milices, que nous forgeons les camelots, que nous amenons à nous les troupes qui permettront d'abattre la démocratie. Oui, ne vous étonnez pas, camelots, et je terminerai par où j'ai commencé, toujours par Saint-Jean, deuxième dimanche après la Pentecôte. Ne vous étonnez pas, camelots, il disait mes frères, si le monde vous est, nous sommes passés de la mort, j'ajoute, démocratique et révolutionnaire, à la vie, parce que l'Action française connaît la contre-révolution. Et parce que nous aimons nos frères, et pour nous, gens d'Action française, c'est-à-dire les Français au sein de la seule France, qui n'aime pas ses frères, sa patrie de la patrie, c'est la défense de notre liberté essentielle. Et j'ajoute pour vous, avec Saint Jean, si quelqu'un possédant les biens de ce monde
et voyons son frère dans le besoin lui ferme ses entrailles, nous trahissons. Alors ne trahissez pas. Propagez vos pensées, propagez vos idées, propagez votre foi. Là où vous êtes, partout où vous êtes, vous ferez œuvre utile. Comme le dit Saint Jean, n'aimons pas en parole et de langue, mais en acte et en vérité. Meurt, parce que la défense, oui, en bâtissant la cité des hommes, et c'est là où nous rejoignons le sermon de ce matin, nous construisons la cité de Dieu avec Sainte Clotilde, Sainte Geneviève, Sainte Jeanne, nous, fils de France, fils de la Dame Marie, nous saurons retrouver le chemin de Reims pour l'espérance française, le roi. Les porte-paroles, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à chanter une pense royale, et j'appelle les... Bien après ce camelot pour venir nous renforcer ici. Montez ballons avec courage, tenez sur le sol qu'ont rassemblé nos rois. Nous recevons en héritage un sang moins riche et moins grand qu'autrefois. C'est pourtant bien la même graine, la même terre aussi pourtant. Qui donc a pillé le domaine? Il faut savoir qu'il est grand temps. Si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit. Les rois ont fait la France, elle se défait sans roi. Si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit. Pensez, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Pensez, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Tu n'étais pas un prolétaire, ni partisan des métiers de jadis, à l'atelier comme à la terre, le roi seul fort protégeait les petits. Abandonner l'ouvrier peine, esclavière força demain, entre le dictateur de haine et ceux du capital sans fin. Si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit. Les rois ont fait la France, elle se défait sans roi. Si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit. Pensez, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Pensez, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Enfin des chimères fatales, un penseur délivre nos cerveaux, assez de sang et de scandale, homme petit qui crie de flambeaux. Pour les resteurs, leur est mauvaise, quand on forcé d'avoir raison, et partout l'action française, et reculer la trahison. Si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit. Les rois